Donc, je vais vous parler des comblements de la Loire, d'ailleurs de façon peut-être un peu courte, mais vous allez vérifier si c'était quelque chose d'impossible à imaginer et pourquoi on l'a fait. Il faut savoir que Nantes, en 1926, n'a rien à voir avec ce qu'il y a actuellement. Si, on peut retrouver les quais, on peut retrouver la rue Kervégan, mais Nantes, c'était une ville extrêmement prospère. Il faut savoir que dès 1851, le train était arrivé à la gare d'Orléans, c'était la compagnie. Ensuite, il y a eu le tramway qui est arrivé électrique en 1870. Et se sont succédés des entreprises qui se sont installées à Nantes, de l'Est à l'Ouest. C'est les constructeurs de locomotives. Ça a été ensuite les chantiers navals. Ça a été la métallurgie avec Bassindre. Ensuite, toutes les usines de conserverie, Amieux, Saupiquet, Cassegrain, Lefebvre-Utile qui, lui, pavoisait, puisqu'il avait mis devant ses usines les deux super tours qu'on a connues et qu'il n'y en avait plus qu'une actuellement. Donc tout allait pour le mieux. Et ce qui n'allait pas, c'était au-delà des quais, puisqu'il y avait de la construction navale et la partie derrière qui était toute cette partie où se trouve actuellement la construction du centre hospitalier, où se trouvait avant le mine. C'était une zone complètement dédiée à l'agriculture. Il y avait des pâtures dans tout ce secteur-là. La Loire avait... C'était infiltré par des petits bras qui faisaient que tout le sol était mobile et extrêmement dangereux. Et il a fallu pendant peut-être 10 ans pour pour mettre à plat et mettre au niveau et pouvoir se servir de tout cet espace, il a fallu à peu près 10 ans de travaux. Donc ça, est-ce que ça ne règle pas le problème de savoir pourquoi on en est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'il y avait une concurrence assez terrible entre l'ancienne navigation, celle qui se faisait à voile. C'était déjà le déclin de Paimboeuf. Tous les gens qui naviguaient, toutes les personnes qui travaillaient dans ce milieu de la marine, se servaient de bateaux à voile, mais qui, à un moment, ne pouvaient plus remonter la Loire parce qu'il y avait du sable en abondance, et ils ont eu l'idée, à un moment, de creuser même un dret, pas un dret, en face d'un dret. Oui, le canal, oui. Oui, excusez-moi. Hein. Donc, ça a été creusé, ça a fonctionné pendant 15 ans, et puis on est resté toujours au même truc, c'est-à-dire que la Loire, fleuve de 1000 km, qui charrie des masses énormes de sable, eh bien, empêchait la navigation tout simplement sur la Loire, et ça devenait plus que problématique. Les ingénieurs des ponts et chaussées de l'époque ont eu à cœur de faire... À la demande, surtout, ils n'étaient pas tout à fait d'accord parfois sur les méthodes, mais on leur demandait vous creusez, juste à l'arrivée en dessous du pont de Pierremille actuellement, ça va faire un effet de chasse, et l'eau, au moment des marées montantes et au moment du reflux, il va y avoir une masse d'eau considérable, et à ce moment-là, on va retrouver de l'eau pour faire monter les bateaux. En fait... ça a été un peu comme le tonneau d'Anaïde. Hein. Ce qu'on enlevait un jour revenait le lendemain, et ainsi de suite. Ça devenait impossible. Et il y a eu quand même des conséquences. Les conséquences, c'était le fait qu'à force de creuser le lit de la Loire, on a commencé à mettre en péril la construction, les piles du pont de Pierremille. Ensuite, ça a été à l'intérieur de Nantes
les quais, proprement dit. On faisait des quais à l'époque, c'était pas du béton armé, c'était du bois. Et le bois, quand on le met à l'air libre, eh bien, ça ne fonctionne pas, ça pourrit. Et là, les ingénieurs ont commencé à s'apercevoir que les quais commençaient à s'effondrer, qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et il y a eu des tas d'essais qui ont été faits, plus ou moins réussis, et ça aboutit à ceci, c'est qu'à un moment, il y a eu une succession de drames. Il y a eu 2 ponts qui se sont effondrés, entre autres le pont maudit, c'était un pont sous lequel arrivait l'Erdre, qui arrivait en plein centre-ville. Et là, d'un coup, ça s'est effondré et il y avait plus qu'urgence. Il y avait un ingénieur, l'ingénieur des ponts et chaussées de l'époque, M. Marchex, qui a écrit une lettre en disant « mais on va à la catastrophe. Les quais avancent et ça ne peut pas aller. » D'autant que sur ces quais-là, Nantes était une ville prospère, il y avait le train qui passait là, il y avait le tramway, le premier tramway électrique qui était là, il y avait les voitures à cheval, les camions, les nouveaux camions. En un mot, il y avait beaucoup de gens qui se promenaient sur les quais et d'un jour à l'autre, on risquait tout simplement l'effondrement de tout l'ensemble et avec des pertes humaines, ça c'était certain. Et à ce moment-là, s'est posé la question de savoir qu'est-ce que l'on peut faire, puisque tout le bord des quais vont s'effondrer, on ne peut pas les réparer. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus urgent d'imaginer de combler la Loire de façon assez large, revenir sur du dur, et on éviterait ces problèmes qui étaient très très dangereux, et puis surtout, il y avait une urgence impérative. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est discuté à partir pratiquement du début du XXe siècle. Ça a été concrétisé et officialisé en 1926 avec le maire de l'époque, M. Paul Bellamy, qui lui a dit, eh bien, on y va. Après, on discutera à savoir qui fait quoi, qui paye, parce que il y avait un peu de ça. Mais en définitive, la solution qui a été faite, c'était pas une question d'esthétique, parce qu'on parle de préjudice, mais c'est un préjudice visuel. Hein. En faisant ça, on perdait les quais sympathiques avec les bateaux lavoirs, on perdait aussi un certain nombre d'activités qui étaient liées à Nantes, mais qui allaient disparaître tout simplement. Et ça, c'est la raison pour laquelle ça a été fait. Par contre, il y a eu un travail bien avant par des ingénieurs, et des ingénieurs qui ont fait des choses qu'on peut ignorer. Il y a un jeune ingénieur qui était ingénieur à 24 ans, en 1900, qui lui a été affecté au port de Nantes, et on lui a dit à Nantes, il faut que vous fassiez quelque chose. Vous êtes affecté au port. Pour mission, il faut faire les quais, le quai des Antilles, à côté du hangar à bananes, et ils ont fait un quai qui était de 200 mètres, ils l'ont passé à 500 mètres. Ensuite, il faut éliminer juste sur le milieu de Loire une île qui était là depuis toujours, faite datant de je ne sais quand, et qui gênait la manœuvre des bateaux qui sortaient des chantiers. Ça s'appelle l'île Mabon. Personne n'en a entendu parler, mais l'île Mabon, ce jeune ingénieur, on lui a dit, vous la supprimez. Donc le jeune ingénieur s'est mis au travail, bien sûr par lui tout de même, et avec ses équipes, et ils ont supprimé cette île Mabon. Ce qui constituait l'île Mabon a servi ensuite de remblai pour des petits bras de Loire qui se trouvaient à l'arrière sur la prairie au Duc. Et il a réussi ce problème-là. Il a fait aussi des découvertes.
Et là, c'est une petite anecdote, mais qui mérite quand même d'être dite. Au moment de creuser, ils ont découvert, avec la pelleteuse ou avec l'appareil qui servait à ça, des centaines de crânes. Et des centaines de crânes dont on savait qu'ils pouvaient être là, c'était ceux qui avaient été noyés par Carrier et qui se sont trouvés coincés là. Ils ont pris à ce moment-là, ils ont pris tous les crânes, les os qui étaient là, et ensuite ça a été transféré dans un cimetière. Mais quand ils parlent de temps, c'était quelque chose d'énorme. Donc c'était, oui, c'était vraiment une découverte, mais il a fait un travail sérieux, d'autres travaux aussi qu'il a fait. Ce monsieur s'est retrouvé aussi, alors qu'il était encore ingénieur à Nantes, à régler les problèmes d'effondrement de ponts. Il était là présent au moment où le pont de Pérmil s'est écroulé. Il s'est écroulé tout simplement parce qu'on avait peut-être creusé trop, et puis les piles étaient trop importantes, ça n'a rien à voir avec un pont moderne. Donc il a fallu faire venir des soldats du génie pour faire un pont provisoire. C'est la même chose qui s'est produit d'ailleurs après la guerre, quand le pont a été, lui, détruit par les Allemands avant de partir. Il y a eu aussi à régler, et ça c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est les méfaits de la Loire. C'est un terme qui est employé souvent. Les méfaits de la Loire, c'est simplement le fait que la Loire fait ce qu'elle veut. Tout le gros problème, elle fait ce qu'elle veut, et lorsqu'il y a des crues, il y a des crues. Et en 1903, il y a eu une crue qui était assez importante, mais en 1910, ça a été quelque chose d'énorme. Ça veut dire que tout le centre-ville a été complètement envahi, et il a été envahi pendant plusieurs jours avec tout ce qu'on peut imaginer comme contrainte pour la population, et puis savoir comment ça allait pouvoir se régler, comment la décrue se ferait. Et puis en fait, le jeune ingénieur dont je parle, Chauveau, il habitait à cette époque-là Chaussée de la Madeleine. Il a découvert du jour au lendemain que d'un seul coup, il n'y avait plus d'eau. Et il s'est dit, il y a quelque chose, on l'a appelé, et effectivement, toute cette eau-là venait de la Divate, qui se trouve à la hauteur de Saint-Julien-de-Concelles. C'est une route assez haute, avait éclaté, et l'eau s'est répandue sur à peu près 3 ou 4 communes. Donc quelque chose de vraiment, vraiment important. Donc en un mot, la Loire, on n'en finit pas de découvrir qu'elle peut faire des méfaits. Je sais qu'actuellement, on fait le CHU à Nantes. Il ne risque pas de s'effondrer, ça c'est clair, hein, puisque c'est une masse tellement compacte, et puis avec des soubassements. Non, il n'y aura pas ça. Par contre, ce qui existe, c'est qu'actuellement, vous regarderez sur vos téléphones quand vous pourrez, en avril dernier, il y a une opération spectaculaire, extraordinaire, qui se fait à la hauteur de Saint-Julien-de-Concelles. Donc vous mettez sur votre téléphone Saint-Julien-de-Concelles, travaux de la Loire, et vous allez voir que tout est à refaire. Ils s'aperçoivent maintenant que la Loire a été trop profondément creusée, qu'on ne sait plus maîtriser. Mais regardez bien, Saint-Julien-de-Concelles, travaux de la Loire, c'est vraiment étonnant. Hein, c'est quelque chose même d'un peu affolant. Et le but de l'opération, c'est simplement de faire en sorte que on remonte le fond de la Loire. Il y a 17 cm ou 70 cm,
c'est autre chose. La Loire est trop basse. Donc ça veut dire que ce qui était problème il y a de ça 2 siècles, l'est maintenant, le sera un peu plus tard. Je ne sais pas si le CHU aura les pieds dans l'eau, mais il est vraisemblable qu'une partie de cette île de Nantes, qui est complètement artificielle, c'était pas celle qu'on voit maintenant, c'était une multitude de petits bras, et ça devenait vraiment difficile à régler, et ça ne l'est toujours pas. Sinon, il a fallu, pour régler ça, faire les comblements et puis savoir qui payait. Et entre autres, ce qui n'a pas été imaginé dans un premier temps, ça a été de faire l'erdre. L'erdre a été faite parce que il y a eu l'écroulement du fameux pont là, et ils se sont aperçus que l'erdre, de plus en plus, parce qu'il y avait des périodes de crue, mais il y avait des périodes de sécheresse, ça veut dire que les bateaux, ils pouvaient même monter, ils ne pouvaient plus remonter l'erdre. Donc les bateaux lavoirs, ça ne servait pas à grand-chose, et la navigation était complètement bloquée. Donc l'idée, ça a été peut-être de bloquer l'erdre à la hauteur du pont Grand. Et pour le faire, ça, il y a eu des appels d'offres, et l'idée était de faire payer les Allemands, puisque dans le fond, ils nous étaient redevables de dommages de guerre. C'est une entreprise de Düsseldorf qui est arrivée, qui a fait le travail de 1929, vous voyez, 26, c'est la déclaration du conseil municipal pour faire les travaux. 5 ans après, c'est terminé, et le tunnel va rejoindre le canal Saint-Félix. Et là, notre ingénieur en question se distingue, puisque c'est lui qui est chargé de rétablir la chaussée, puisque les bateaux passaient en dessous, il y avait à remonter la voie pour que le tunnel, il y a assez de d'eau, un terrain d'air au moins, pour que les bateaux passent. Et ça a été fait, et l'inauguration était en grand pont. Et en 29 à 34, en 34, c'est terminé. L'équipe allemande reprend ses bagages et attend de reprendre le travail. Donc disons que la suite, on va en parler tout à l'heure, à savoir que on va revoir apparaître cet ingénieur qui a dirigé tous les travaux, qui est le colonel Holtz, qui a été tué à Nantes et qui, pour ceux qui ne le savent pas, est enterré à 2 km d'ici. Donc ça veut dire que rien n'est écrit. C'était l'époque où on espérait encore la paix, et après ce fut la guerre. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, et je dois dire sincèrement que plus j'ai lu les documents sur Nantes et les comblements, etc., et plus je me suis pris la tête, et j'arrivais à me demander si je pouvais retenir quelque chose. J'en ai retenu un peu quelque chose, c'est ce dont je vous ai fait part. Donc maintenant, on va passer dans un autre sujet, vraiment, la guerre. Parce que là, c'est quand même le gros morceau. Donc un rappel, parce qu'on peut comprendre et on peut expliquer ce qui s'est passé pendant la guerre qu'en ayant connaissance de ce qui s'est passé avant. Ça ne s'est pas fait comme ça, la guerre n'est pas arrivée du jour au lendemain. Bon, je rappelle, mai 1936, le Front populaire, avec M. Léon Blum. C'est le temps de l'espérance pour beaucoup d'ouvriers, pour des gens. C'est un changement, mais vraiment radical. Et c'est un peu le temps du plaisir. Ce sera des congés payés, ce sera des tas de choses. On en profite au maximum. Cette histoire de Front populaire, ça a duré 2 ans. En 1938, rien ne va plus.
parce que quand on a eu des avantages sociaux, il n'y a aucune raison de ne pas mettre la pression pour en avoir un peu plus. Hein. Et celui qui s'occupe des affaires de l'État, faites pas de comparaison avec la période actuelle. Hein. Il y a toujours à chercher de l'argent quelque part. Hein. Hein. En avril 1938, M. Léon Blum est viré. Hein. Ça, les grèves de la CGT, hein, ils sont pour quelque chose. Et c'est pris par M. Daladier. Et M. Daladier fait au mieux. Il commence à restreindre un petit peu les avantages acquis. Il n'est plus question de faire, je ne sais plus si c'était 40 heures. Enfin, il rogne partout et la grogne vient. Et un certain nombre d'événements vont arriver. Septembre 1938, Hitler, qui est là depuis déjà quelques années, a des prétentions sur la Tchécoslovaquie, au moins sur la partie la plus sud, hein, où il y a des Allemands, des Tchèques qui parlent allemand, c'est des Sudètes, hein, et il voudrait bien annexer ça. Donc il convoque, c'est pas lui, c'est plutôt Mussolini qui convoque à Munich Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier. Et là, ils vont décider peut-être un peu du sort du monde. Nos gars, nos représentants font face un petit peu, mais en face d'eux, il y a un type plus fort, c'est Hitler qui les enveloppe dans sa rhétorique. Et ils repartent à la maison en disant, eh bien, on a sauvé la paix. Ils n'y croient pas un seul instant. Ils reprennent l'avion et c'est la fameuse phrase de Daladier quand il arrive au Bourget. Il est avec des gens qui l'accompagnent et ces gens-là, ils disent qu'est-ce qu'on va avoir comme accueil? C'est impossible, on va se faire massacrer. Et bizarre, il arrive au Bourget et tout le monde l'applaudit. Et la réflexion de Daladier à son ami auprès de lui, il disait ah, les cons, s'ils savaient. Et c'est vrai que les cons, s'ils savaient, ça n'a pas tardé. Hein. Il y a eu aussitôt, en 1939, la perte des accords de non-agression avec les Allemands. C'est le pacte entre Ribbentrop et Molotov. Donc là, les Allemands, pour une question tactique, hein, décident de se libérer du front nord pour s'attaquer au sud et à l'ouest, et ils prennent un accord qui va durer d'ailleurs pas très longtemps, mais qui va mettre comme allié et comme amis invraisemblables les Allemands et les Russes. C'est une conséquence assez considérable, parce que le Parti communiste français devient à ce moment-là un ennemi ou un ennemi futur. Hein. Donc à ce moment-là, Daladier prend la décision de supprimer le Parti communiste, d'envoyer à l'étranger ou en prison tous les cadres du Parti communiste. Et là, c'est le temps de la clandestinité. Les jeunes, les vieux et tout le monde courbe le dos et attendent que ça s'arrange. Et ça ne s'est pas arrangé du tout, puisque on a vu 38, 39, là, c'est le temps où la guerre va se déclarer, une drôle de guerre d'ailleurs. Le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée à l'Allemagne, c'est la mobilisation générale. Donc tout le monde y va. Le PC, le Parti communiste, est dissous, est déclaré hors la loi. Donc ça, c'est un fait sans précédent, puisque ce genre d'événement n'avait eu lieu que pendant la Révolution. Toujours est-il, c'est que tous les gens qui étaient connus du Parti communiste et qui ne s'étaient pas cachés ont été envoyés en Algérie comme déportés ou autre chose. Et parmi les gens qui ont été rappelés, comme des tas de gens, hein,
le chef du Parti communiste, Maurice Thorez, lui, a reçu l'ordre de Staline de rejoindre Moscou. Il a déserté et il a passé ses 5 années de guerre à Moscou. Voilà. En mars 40, Daladier n'en peut plus ou ne peut plus. Toujours est-il, c'est qu'il donne sa démission. Et là, il est remplacé par Paul Reynaud, un personnage qui a eu le sens vraiment du mot juste. Hein. Il a déclaré « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Ça, c'est au moins avoir eu le sens de... Hein. Dans la foulée, pour montrer que c'était le chef, il a limogé Gamelin, qui était un général, qui était à l'est de la France, qui croyait encore à la ligne Maginot, etc. Et ça en était fini. Hein. Il y en a qu'un qui a bien vu, lui, c'était non pas il n'était pas encore général, c'était Charles de Gaulle, qui lui, on l'avait envoyé avec ses trucs, lui s'était opposé à la direction de l'armée, il s'est mis en opposition, et il avait vu juste les autres ont fait en sorte que, eh bien, la France pouvait être mangée comme on voulait, hein, et ça n'a pas tardé. En l'espace de très peu de temps, les Allemands sont mis en ordre de bataille, et pas avec rien. Hein, quand De Gaulle dit qu'ils ont été envahis par la force mécanique, c'est vrai. Tout ce qui pouvait érouler des chars ou voler, tout ça est parti. Non. Et ils sont passés par les Ardennes et par la forêt. C'était imprenable. Ça, tous les théoriciens de l'armée, tout ça, non, on ne passe pas. Ils sont passés d'ailleurs à une vitesse grand V, hein, puisqu'il y avait des généraux tout à fait remarquables, Guderian, Rommel, avec leurs chars. Il y a même, j'ai vu ça mais c'est pas à cette occasion, pas la préparation, mais une lettre que Rommel a écrite à sa femme. Il a envoyé un courrier en lui disant ça va très très vite, on est rentré dans un village, très bon accueil, les gens y croyaient qu'on était des Anglais. Donc c'est pour dire que la vitesse foudroyante à laquelle ils allaient. Hein. Donc les troupes allemandes arrivant, on est loin de notre histoire, mais il y a un rapport quand même. Les troupes qui arrivaient en force d'une heure, au lieu de partir sur Paris, ont fait un coup de génie. Ils ont obliqué sur Abbeville et ils ont pris en tenaille toutes les forces françaises et anglaises qui étaient là pour un combat qui n'aura jamais lieu, et ils étaient encerclés. D'où une opération invraisemblable, l'opération Dynamo. Il a fallu évacuer 340 000 Anglais par la mer, protégés par 200 000 Français, qui, eux, se sont sacrifiés puisqu'ils ont été faits prisonniers. Et il y a eu quelques Français quand même qui sont partis, mais disons que ça a été une opération. Donc c'est dans ces conditions-là que va arriver les troupes allemandes dans notre région. Hein, ils avaient fait ce qu'il fallait faire. Et chez nous, il y avait des choses. On avait beaucoup de soldats anglais qui étaient là encore. Beaucoup de soldats français. 25 000 prisonniers français, enfin prisonniers, soldats français qui allaient devenir prisonniers. Et c'était vraiment mal parti. Ça l'est d'autant plus que l'idée hantait de faire partir les Anglais qui voulaient rejoindre sur un paquebot de la Cunard Line qui était disponible avec d'autres bateaux. On a chargé à Saint-Nazaire au maximum 5, 6, 7 000, on ne sait pas exactement, un bateau qui s'appelle le Lancastria, lequel Lancastria, pour une raison qui n'est pas expliquée, au lieu
marché à fond, a arrêté, s'est mis en position statique, attendant peut-être l'arrivée d'autres bateaux. Toujours est-il, c'est qu'une bombe est tombée, ou plusieurs bombes sont tombées sur le bateau, et tous les soldats anglais ont péri. Dans le même temps et le même jour, part le cuirassé Jean Bart, qui est en finition à Saint-Nazaire, alors qu'il reste des bricoles, hein, les moteurs marchent, font partir à la barbe des Allemands qui n'y peuvent plus, et il va rejoindre Alger. Donc voilà, tout est là. C'est le moment où arrive quand même l'arrivée à Nantes. Et l'arrivée à Nantes, c'est quand même quelque chose d'un peu... Je suis en train de... Parce que je voulais vous citer le... À Nantes, c'est... Oui, le voilà. Ça commence à Nantes le 19 juin 40. À l'octroi de Nantes, le 19 juin 40, à 11h50, arrivent 2 sidecars, une voiture de l'avant-garde de la 4e armée de von Kluge, et qui se dirigent vers la mairie de Nantes. À 13h, le colonel Werner, on ne parle pas du colonel Lotz, il viendra après, lui. C'est pas un militaire, c'est un... Oui, il viendra après, c'est le fonctionnaire en quelque sorte. À 13h, le colonel franchit les grilles de la mairie, il est accueilli par un adjoint, il s'appelle M. Prieur, et là, humiliation. Ce M. Prieur est un ancien de la guerre 14-18 qui est handicapé un peu. Le commandant lui remet le drapeau gros à gamer, il lui dit de descendre le drapeau français et de mettre le drapeau allemand. Le vieux soldat pleure tout ce qu'il sait, mais enfin il monte voir le maire. Et le maire, Auguste Pajot, va recevoir cette délégation-là, mais d'emblée, il n'est pas question d'être aimable, hein. Et d'emblée, il s'agit de savoir qui commande. Et ils veulent savoir tout de suite, puisque le colonel Werner lui dit, eh bien, dès ce soir, vous réunissez la représentation de tous les notables de la ville, et à partir de ce soir, il y aura des otages qui seront pris. Il me faut 25 otages par jour qui prendront tous les soirs pour base l'hôtel de la Vendée, pas loin de la gare. Ils resteront jusqu'au lendemain, c'était même prévu jusqu'au pratiquement 24 heures, ça n'a pas eu lieu comme ça. Et il est parti en tournant les talons et les troupes sont arrivées. Nos soldats français qui étaient de futurs prisonniers allemands avaient été évacués de nos casernes, Richemont, toutes les casernes de Nantes, pour aller dans des camps spéciaux à Châteaubriand, à Savenay, je ne sais où encore. Toujours est-il, c'est qu'ils étaient à disposition des Allemands et les Allemands prenaient leur marque en quelque sorte. Et la première réunion des notables, c'était vraiment, c'est pas une réunion mondaine, mais ça aurait pu y ressembler si ça n'avait pas été triste, hein. Il y avait tout ce que Nantes comptait de bien. Il y avait, il y a eu Decré. Il y a eu tous les conserveurs qui étaient là. Il y a eu toute la chambre de commerce a été représentée. Et puis il y a eu aussi l'évêque de Nantes. Et il a fallu faire d'emblée savoir qui allait être la première fournée pour être otage en quelque sorte
Le premier a été l'évêque de Nantes, Monseigneur Villepelet, qui a été passer sa nuit ici avec d'autres. Il y avait M. Decré qui était là, M. Brunelière, il y avait Amieux, Casgrain, enfin tous ces gens-là qui comptaient. Je ne pense pas que Lefebvre-Utile y était, puisque Lefebvre-Utile, d'emblée, avait pris des positions pas tellement coopératives. Hein. Ça a été son choix. Hein. Donc ça s'est fait. Et ensuite, eh bien, il a fallu vivre avec les nouveaux maîtres. Et j'ai fait pas un tableau, mais à Nantes, c'est vraiment invraisemblable. On a eu ça s'est fait par 3. On a eu 3 préfets. On a eu 3 préfets. Monsieur Leroy, Monsieur Dupart, Monsieur Bonnefoy. On a eu 3 maires, Monsieur Pajot, Monsieur Gaëtan Rondeau et Monsieur Orion. On a eu 3 militants communistes, des jeunes, Spartaco Cuisco, Gilbert Brunstein, Marcel Boutarias, 17 ans. Et ensuite, on a eu 3 autorités allemandes qui se sont succédées pendant ces années-là, 3-4 ans. Le colonel Holz, dont on parlera, et puis qui a été tué. Le colonel, qui est en même temps baron, von Bottmann. Et le 3e, le colonel von Trotta, dont le frère était amiral, qui était apparenté à de grandes familles nantaises. Et il avait entre autres la particularité d'avoir parmi ses lointaines cousines 5 religieuses de la congrégation de Chavagne. Et ça s'est très bien passé puisque ça avait été réquisitionné, leurs locaux avaient été réquisitionnés et grâce à lui, ça s'est rétabli assez rapidement. Donc voilà. Que dire? Marc Pajot, il est élu depuis 1935, il avait été député en 1936. En juillet de 1940, il a voté les pleins pouvoirs. Il a été suspecté par les autorités allemandes d'amabilité avec l'extérieur, mais il a donc été à un moment, ça a été très court son mandat, puisque même pas un an après, il a été emprisonné à la militaire des Rochettes, puis contraint à la démission et exilé en zone non occupée. Le deuxième, qui a été nommé par Vichy, Gaëtan Rondeau, c'est un avocat qui termine sa carrière comme receveur principal de Nantes. Il est chevalier de la Légion d'honneur en 1921. Il a été fait ensuite officier général de Gaulle en 1958. Lui, son départ a été exigé par les Allemands qui ne le trouvaient pas assez collaborationniste. Le troisième, que j'ai connu, Henri Orion, maire délégué par Vichy, le 16 octobre 1942, a été décoré par Pétain de la Francisque, jusqu'à sa révocation en août 1944. En 1947, il a été réélu, comme quoi, au moment de la libération, il y a eu des règlements de compte, on pourra en reparler, et lui a retrouvé son mandat de maire, et j'avais eu l'occasion de le voir. Toujours est-il, je vais reparler des préfets, parce que c'est très intéressant aussi. Mais il faut savoir que, hors les préfets, les maires, tout ça, il y a quand même eu nos gouvernements. Hein, ils se sont empressés dès l'instant où il y a eu l'arrivée des Allemands qui était programmée. Parce que quand on voit ce qui s'est passé au moment de l'Exode, hein, ils se sont empressés, il fallait plier bagages, administration complète, et tout le monde est parti vers Bordeaux. Et à Bordeaux,
Ils y sont restés un temps assez court, mais ce n'était pas suffisant pour imaginer mettre tout un gouvernement. Et ils sont partis ensuite sur Vichy, qui est une ville thermale, avec de grands hôtels où il était possible de travailler et de mener une vie normale. Donc là, on voit bien qu'il y a eu une coupure complète entre l'administration et puis les citoyens qui ont été laissés pour compte. D'autant que dans le même temps, on avait décidé, les Allemands avaient décidé d'occuper la France à moitié. Il y avait une partie occupée et une France libre. Et passer de l'un à l'autre, c'était pas quelque chose de très 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 simple. Donc voilà, on était un petit peu largués. Les seuls qui sont restés, là, c'est pas cocorico, hein, mais les seuls qui sont restés, au moins je parle de la préfecture de police de Paris, que je connais bien, les policiers sont restés, hein, et heureusement, parce qu'au moment de l'exode à Paris, c'était la ruée. Tout le monde partait, il n'y avait plus de place dans les trains, c'était quelque chose d'invraisemblable, c'était vraiment la bagarre. Et ces gens-là qui sont partis à toute vitesse, faut savoir que 2 mois après, ils étaient de retour. Donc tout allait bien, et pour certains, on menait une vie pendant la guerre qui a été acceptable au moins. Hein. Donc voilà. Pour ce qui est, on a vu pour les maires, pas eu de veine, hein. Et les préfets, ça n'a pas été mieux. Le premier préfet, Fernand Leroy, il avait été nommé par le gouvernement Léon Blum en début de la guerre. Il a dû régler des tas de problèmes, lui, avec la ville. Il a fallu qu'il règle le problème de la défense passive, avec une action particulière d'un commandant dont je reparlerai, le commandant Baruto, qui était un type extraordinaire, qui commandait tous les pompiers de Nantes, hein, c'est-à-dire 400 types sur trois casernes, et qui s'est dévoué à fond pour régler ce problème de la défense passive, parce que ça c'était en 1939, mais il faut savoir que la défense passive, ça se réfléchit un peu avant, hein. On n'attend pas que les bombardements arrivent pour savoir où on va se planquer. Hein. Et lui, il a réussi, il a accueilli à Nantes 25 000 réfugiés. Les 25 000 réfugiés, c'est des gens qui venaient du Nord, mais dans le même temps, on en avait qui venaient du Sud, les réfugiés espagnols, puisqu'il y avait eu entre-temps le Front populaire espagnol, hein, l'équivalent de notre Front populaire, où là, ça n'a pas marché comme chez nous, puisque le général Franco s'est opposé et il y a eu un certain nombre d'Espagnols qui sont venus et qui ont d'ailleurs été très bien intégrés. Et à Nantes, il y en a un certain nombre de gens qui sont peut-être d'origine espagnole et aucun problème. Le département a eu aussi, c'était l'urgence, l'évêché a été sollicité, et puis tous les organismes sociaux, pour donner à manger. Et on a servi en l'espace de 2 mois 690 000 repas. Donc, essaye de voir un petit peu, ça paraît un peu énorme. Et tout ça, à un moment, ce préfet Leroy, qui a été très très bien et qui s'est défoncé un petit peu pour assurer la sécurité et puis le bien-être des gens, a été dénoncé. Il a été dénoncé par quelqu'un, c'est le problème dans tous les conflits, partout, à chaque fois que ça va bien, il y a toujours quelqu'un pour vous balancer une vacherie. Et lui, on lui a reproché que son épouse était juive. Et en fait, c'est vrai qu'elle était de confession juive, mais enfin, elle ne pratiquait pas, mais ça a suffi pour le mettre sur la voie de départ. Et on l'a fait partir. Le deuxième préfet, lui, a été nommé en octobre 40, donc vous voyez, il est resté que quelques mois. Le préfet Dupart, nommé en 40, et est resté jusqu'en 43, lui, par contre, a été
a été bien vu. Il était même un peu zélé vis-à-vis des autorités allemandes. À tel point, c'est que lorsqu'on leur a demandé, les autorités allemandes avaient demandé à ce qu'on fasse le point des commerces tenus par des juifs à Nantes ou en Loire-Atlantique, il était le premier à dire j'ai réussi à détecter tel commerce que par on va le faire fermer. Donc des choses. On l'a remplacé par Édouard Bonnefoy, préfet. Et lui, par contre, il a travaillé immédiatement. Il avait fait un choix, peut-être parce que les temps étaient un peu plus avancés. Il y avait des contacts à prendre et il est intervenu auprès de la résistance qui était mais vraiment, vraiment cachée. Et il s'est mouillé tellement que, eh bien, il a été mis à la porte lui aussi, arrêté, et il a terminé dans un camp de concentration. Pas tout à fait d'ailleurs, il a été camp de concentration et puis ensuite il avait été arrêté et envoyé par la Gestapo à Lyon et ensuite il est parti à Brême et à un moment de transfert on a fait partir des détenus sur un bateau qui a coulé sur une mine et il est mort en mer comme ça. Donc voilà les trois personnages, les maires, les préfets et l'évêque. L'évêque, je tiens beaucoup à l'évêque parce que, probablement je l'ai connu. Non, mais je l'ai connu, oui. À un temps, j'étais à la maîtrise de la cathédrale pendant quelques années. Donc, je le voyais à chaque grand-messe le dimanche. Je l'avais vu aussi à Saint-Joseph-d'Anceny où j'ai fait un court passage qui n'est pas resté dans les mémoires de personne d'ailleurs. Et voilà, donc lui, il a 45 ans, c'est un jeune évêque, un type très très brillant, repéré au niveau de Rome, au niveau des nonces apostoliques qui se trouvent à Paris. C'est un type dont on est sûr qu'il est solide, mais surtout, c'est un doux. C'est pas quelqu'un qui va ramener sa science et imposer. Il fait comme il faut, mais il ne cède pas. Et là, il va avoir à traiter des autres sujets, parce que les Allemands, premièrement, le Hotz, Hotz est arrivé à peu près 5-6 jours après l'arrivée des premiers Allemands dont j'ai parlé. Hein, je vous dis, c'était un administratif, il vient prendre sa place à l'hôtel à la commandanture, mais lui, il traite des sujets, il ne part pas avec un fusil, lui. Hein, il est là pour régler la marche de ses troupes, c'est tout. Et Monseigneur, le Hotz ne va pas lui rendre visite, parce que, premièrement, il n'a pas la même religion, c'est un protestant. D'emblée, il ne veut pas en entendre parler. Par contre, on voit apparaître, mais aussitôt, un commandant qui est un prêtre, qui est un Allemand, suivi avec un jeune prêtre, et ils viennent présenter leur civilité à l'évêque en lui disant, ben voilà, on vient vous saluer de la part du colonel et des troupes allemandes. On n'a pas d'exigence particulière. Ces temps-ci, vous n'allez pas sonner les cloches parce que les Anglais, tout ça, je ne sais pas pourquoi. Hein. Toujours est-il, c'est que... Et puis surtout, on a besoin de... quand vous écrivez, évitez, dans vos documents que vous faites, on aurait besoin de les lire. Il y a une espèce de... Hein. Et dans le livre que j'ai, puisque j'ai réussi à trouver les mémoires de l'évêque, je les ai trouvés en Belgique, simplement. Je l'ai acheté là-bas, il n'y en avait pas d'autres, ça n'existe plus. Où, effectivement, tout ce qu'il a écrit est biffé. Et les Allemands, ce n'est pas des choses très importantes, mais c'est parce que ça risquait de troubler ou donner une mauvaise image de l'Allemagne. Donc, il a fait ça. Et puis ensuite, ils sont venus, il a dit, maintenant, ça serait bien, on aurait besoin d'une église pour les gens qui pratiquent.
Donc là, bagarre, et qu'est-ce que voilà, donc ce qui a été retenu, il a fallu discuter et puis dire ce qu'on ne voulait pas. Et ça a été Saint-Nicolas. Saint-Nicolas a été l'église où les Allemands ont pu suivre la messe le dimanche. Par contre, il y a eu des démarches pour des choses importantes, pour des cérémonies sur la cathédrale. Et là, Monseigneur Villepelay a été strict. Il n'a jamais accepté qu'on se serve de la cathédrale, sauf une fois. Mais là, il n'était pas en cause, je vous le dirai. Toujours est-il, c'est que Monseigneur Villepelay a été strict, il a été correct. Il a eu effectivement des tas de sollicitations, parce qu'à l'époque, les Allemands avaient investi, entre autres, le service à l'état civil. Hein, ils avaient mis des fonctionnaires, et pour examiner, il y a eu des demandes assez importantes de gens qui voulaient avoir un certificat de baptême pour bien montrer qu'ils étaient là, pour éviter de se retrouver embarqués. Et l'évêque a fait ce qu'il fallait faire. Il a été bien. Il a rencontré les Allemands, mais non, disons que dans tout ce que j'ai lu sur lui, c'est extrêmement positif. Il a réussi à demander aux Allemands, moi j'ai assisté, hein, je n'étais pas vieux, hein, en 40, mais il y a eu, entre autres, sur le cours Saint-Pierre, une fête religieuse avec une procession qui passait par la place de la Duchesse Anne, qui remontait la rue de Strasbourg, où il y avait à peu près, on était quelques milliers de gens qui, tout simplement, allaient. Il y avait un reposoir avec tout le cérémonial de ce que savait faire la religion catholique à l'époque. Hein. C'était dans du grandiose. Et les Allemands acceptaient. Et sur un écrit de Monseigneur Villepelay, il est dit que certains Allemands, au moment du passage du cortège et des croix, tout ça, se signaient. Donc on n'était pas sur des sauvages, hein. On pouvait être à la guerre, mais on n'était pas... pour cela, ils étaient dans une ville idéale pour attendre la suite. Non, rien à dire à ce niveau-là. Ça n'empêche pas qu'il y a eu quand même, sous l'époque des Allemands, on a eu quand même deux ou trois résistants qui ont été fusillés. Et entre autres, un dénommé Poirier, qui était garde-barrière, lui, où passait le train pas loin de la place Royale, qui lui donnait des renseignements pour savoir qui était dans les wagons. Enfin, il avait des points de destination. Et il a joué le jeu, et puis il a surtout été avec une équipe de résistants là, pour faire sauter une trentaine de camions qui appartenaient non pas aux Allemands, mais qui appartenaient aux Anglais, qui avaient été laissés pour compte. Hein. Donc c'était ça. Hein. Les Allemands, ça n'a pas été très bien partout, c'est vrai. Hein. Hein, on parle de Nantes, hein, on ne va pas se mettre à parler d'autre chose. Hein. Hein. C'est comme à Paris, si jamais on parle à Paris, je dois dire que tous les gens qui ont vécu à Paris, il y en a très peu qui ont été traumatisés. Hein. Hein, les bars, les cinémas, les dancing, les fêtes diverses et variées, à Paris, ça n'a pas existé. La preuve, c'est qu'ensuite, il y a certains qui se sont retrouvés devant des tribunaux après pour répondre de leur action. Donc voilà, Monseigneur Villepelay, excellent souvenir, quelqu'un de très bien, très juste. Et c'est ce qu'on peut dire. Par contre, je vais passer à un autre sujet. Un autre sujet, c'est celui des trois jeunes membres des jeunesses communistes qui, eux, sont venus assassiner
le commandant, le colonel Holtz. Bon, il s'agit de Brunstein, le plus jeune, 17 ans, Bourdarias, et le chef de la bande, Spartaco Quisco, qui lui avait des armes, mais au moment où il a voulu attaquer, il avait 2 revolvers, donc 2 pistolets qui se sont enrayés. Donc les seuls pistolets qui ont bien fonctionné, c'est ceux de Brunstein, c'est lui qui a tiré dans le dos du colonel Holtz. Donc ceux-là sont arrivés de Paris. Ils sont arrivés de Paris et ils avaient pour mission de récupérer des explosifs que détenaient des sympathisants communistes du côté de Chantenay. Et ils avaient pour mission de tuer un officier allemand. Ils sont arrivés chez ce sympathisant communiste, qui lui ne pouvait pas aller loger chez lui. Par contre, il avait un champ, un terrain. Il dit, vous n'avez qu'à camper, vous vous mettez tranquille. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. La seule chose qu'ils faisaient, où ils allaient manger à Nantes, dans un restaurant au rond-point de Rennes. Et là, chez une dame. Et ils se sont essayés à faire sauter une voie ferrée, pas loin de la butte Sainte-Anne. Et comme c'était un peu des bricolos, ils étaient peut-être doués au pistolet, mais pas dans les explosifs. Et ça n'a pas fonctionné ou mal, ce qui fait qu'il y a eu un petit dégât, mais ça n'a pas empêché les wagons de passer. Par contre, à la recherche, et ça c'est lu, je l'ai lu, ils étaient à la recherche vraiment de quelqu'un à tuer. Et ils ont eu l'information, ou c'est le hasard, ils se sont aperçus que le colonel Holtz, ainsi que son adjoint, partaient du Central Hotel. Central Hotel, c'est à côté de la place Royale. Avant se trouvait la poste centrale là. Et ils se sont aperçus, ils les ont suivis. Et Holtz partait donc du Central Hotel, c'est la place Royale. Il remontait place Foch pour aller rejoindre son bureau. Et au moment qu'ils ont jugé opportun, c'est-à-dire à la hauteur de la rue qui va vers la préfecture, oui, ils se sont amenés derrière lui. Il a été repéré légèrement, paraît-il, d'après celui Sieger qui était avec lui. Ils avaient repéré un peu ces 3 garçons-là, mais ils les ont laissés peut-être trop s'approcher. Toujours est-il, c'est que Marchand, on voit, j'ai une photo là de tous les deux là, à l'aise, tranquille, sans armes ni rien. Ils allaient rejoindre leur bureau. Et mes 3 ascars sont arrivés. Un a essayé avec ses pistolets et ça n'a pas fonctionné, mais dans le même temps, Brunstein, lui, a tiré et 2 balles dans le dos et il y a eu pratiquement une mort instantanée du colonel. Autant vous dire que ce genre de choses, ça a mis une pagaille invraisemblable. Tout le monde s'est mis dessus à courir. Pas suffisamment, puisque le préfet du Par, lui, quelqu'un a dû souffler dans l'oreille d'un officier allemand que le préfet était resté dans son bureau et puis que dans le fond, il ne s'était pas démené comme il fallait. Il a été arrêté avec son directeur de cabinet pendant 24 heures à la prison de Nantes. Après, il est ressorti. Toujours est-il, c'est que partant de là, il y avait un signalement, 3 jeunes, assez vagues. Et ensuite, tout le monde s'est affolé. La police française, qui a fait ce qu'elle a pu. La gendarmerie qui s'y est mise aussi, mais limitée territorialement. Tout le monde recherchait une voiture avec 3 types dedans. Autant dire que ce n'était pas comme ça que ça pouvait fonctionner. Hein. Et il y a eu, peu de temps après, dans les 24 heures, une affiche annonçant une prime pour celui qui allait donner des informations. Et ça a marché. Une information est arrivée.
qui a été vérifié non pas par un policier nantais, parce que quand ça s'est su, on a envoyé de Paris un policier de la préfecture de police, un commissaire divisionnaire qui s'appelle Le Guay, et qui, lui, avait eu le temps, avec ce qui s'était passé avec les communistes qui étaient passés d'un bord à l'autre, il avait eu le temps de ficher tout le monde. Lui est arrivé avec des photos, il a été voir la personne qui avait dénoncé, et Brunstein a été identifié assez rapidement. Par contre, il s'est envolé, il a remonté à Paris. Là, il a joué un peu d'imprudence, il a été voir sa maman. Les flics se doutaient qu'il n'allait pas tarder à arriver, ça a été le cas. Il a échappé à son arrestation. Comme il parlait de trop, ses comparses ont été arrêtés, eux, et ils ont été envoyés en camp de concentration. Donc là, lui, Brunstein, fait un sacré périple, il quitte... sa mère est arrêtée, elle est envoyée en prison, puisqu'on la soupçonne d'aider son fils. En prison, la maman, qui est à la prison de femmes de Paris, elle subit des brimades. Elle mène une vie impossible, c'est le fils qui est cause de tout ça. Toujours est-il, c'est qu'il réussit, lui, à descendre, à traverser, à rentrer en Espagne. Je vais faire court, parce que sinon ça va être trop long. Mais il va en Espagne, il réussit à rejoindre... Il réussit à rejoindre à Paris, non, à Londres, la résistance. Il se présente comme ayant fait ci, il dit peut-être pas tout. Toujours est-il, c'est qu'il intègre. Il revient en France, il intègre un réseau de résistance et il va repartir avec pratiquement tous les honneurs. C'est quelque chose d'incroyable. Et en finale, parce qu'il y a une finale, il est gêné par tout le monde. Son menteur à lui, ça a été un jeune communiste, parce que ce soit Spartaco, tout ça, c'est des gamins qui ont entre 20 et 22 ans. Hein. Et celui qui est vraiment le grand patron, qui va s'appeler le colonel Fabien. Place du colonel Fabien, le métro colonel Fabien. Colonel Fabien, ben, il s'appelle Georges, de son nom de famille. Et puis il a tout juste... il a été en Espagne à 17 ans. Il a tout juste 23, 24 ans. C'est lui qui est devenu vraiment le patron. Et je l'ai lu dans un livre de Jean-Marc Berlière qui s'appelle Le sang des communistes, très documenté, où il n'épargne pas du tout la police, il l'attaque même, où il dit la vérité aussi sur les communistes. Il semblerait que ce colonel Fabien ait eu pour mission à un niveau, parce qu'il devenait gênant, ce Brunstein, il a eu pour mission de le descendre. Et il se serait retrouvé dans un bois, pas loin de Paris, et l'autre ne l'a pas descendu, mais lui a dit de partir, ou lui a laissé un revolver pour lui dire de se suicider, ce qu'il n'a pas fait. Et il s'est retrouvé à faire le périple dont j'ai dit, c'est-à-dire Londres, ensuite la résistance, et puis ensuite presque la gloire. Toujours est-il, c'est que, et j'en terminerai pour ce Lascar-là, 50 ans après, à Nantes, où les jeunes ont été tués, dont Guy Moquet, hein, y a une grande cérémonie d'hommage à tous ces gens-là. Vient à la tête Georges Marchais. Georges Marchais, le patron du PC. Et Brunstein, lui qu'on a oublié et puis qui est complètement banni, il est rejeté un peu de partout,
veut aller à la fête. Et il vient, lui, avec sa pancarte, en dénonçant Georges Marchais, qui volontairement a travaillé pour les Allemands dans une usine d'aviation. Et là, il est repéré, parce qu'il ramène sa science, sa grande gueule, et c'est moi, c'est moi, c'est moi. Toujours est-il, c'est qu'il est pris par des gros bras du PC, et on l'éjecte définitivement de cette cérémonie. Donc ça dit quoi? Ça dit quoi? Que la vie, elle est étrange. Hein? Chacun va vers son destin, et c'est vraiment pas... Oui, c'est vraiment pas marrant. Voilà à peu près tout ce que je pourrais dire. Simplement, il y a eu... j'ai parlé d'un monsieur qui a été très important, qui lui a été sabré, le commandant Baruto. Baruto, c'est le patron des pompiers de Nantes, un type remarquable, qui s'est défoncé. Il a voulu, quand le gouvernement a donné des fonds et a dit qu'il fallait embaucher des gens pour faire la défense passive, à la mairie de Nantes, on s'est empressé de détourner, non pas l'argent, mais de détourner les hommes pour leur faire d'autres missions. Donc il est monté au créneau, et appuyé par le préfet. C'est quelqu'un de vraiment très bien, qui éteignait les feux, qui portait secours quand il y en avait besoin. Et puis on peut en parler quand même. Pourquoi on portait secours? C'est parce qu'il y a eu des bombardements. Toujours est-il, c'est que il a été, à la fin de la guerre, il a été dénoncé. Il faisait tellement bien son travail, c'est-à-dire quand il allait au feu, il ne demandait pas si c'était un feu allemand qui était victime, ou il faisait son métier de pompier. Et on lui a reproché d'avoir reçu des félicitations de l'état-major allemand pour son courage, pour son travail et pour son comportement en général. Et en 1944, des gens résistants, ou je ne sais pas quoi, il y a eu ordre au préfet de le licencier, et il s'est retrouvé licencié, perte immédiate de travail, de salaire, sans droit à pension, et ça en était terminé avec lui. Donc c'est vraiment, à mon avis, des choses qu'on peut bien accepter. Donc parlons des... Parce qu'il y a quand même eu des dégâts. J'ai dit que c'était un petit dégât que d'avoir comblé la Loire. Il y a autre chose. Quand les Allemands arrivent, c'est plus combler la Loire. Quand les Américains arrivent, c'est plus combler la Loire. Parce que là, ils vont venir un certain nombre de fois. Je ne sais pas, il y a eu 40 et quelques bombardements, des alertes, n'en parlons plus. Et quand ils viennent... Au mois de septembre 1943, c'est 1500 morts d'une part. La semaine après, les mêmes avions, même jeudi, je sais que c'est un jeudi, puisque ce jeudi-là, j'étais personnellement aux 2 rue Paul Bellamy, chez ma dentiste, où mon père m'avait envoyé, et on est descendu à la cave le temps des alertes. J'ai pas vu les bombes tomber, mais c'était tout à côté. Donc voilà, les Allemands, les Américains, on leur doit beaucoup de choses, mais là, on ne leur doit pas grand-chose. On peut même le reprocher, parce que autant les Anglais, lorsqu'ils sont intervenus sur Nantes, et le bombardement, j'ai eu un bombardement près de chez moi, à l'angle de... quai de Versailles, et où se trouve la... Moi, j'habitais à côté de la rue de la Carterie. Lorsque la bombe est tombée, les bombes sont tombées, c'était pour atteindre un grand dépôt de produits, c'était la coopérative pharmaceutique de Melun. Donc il y avait des tas de tonnes de produits inflammables. Et là, c'était des Anglais. Et ça a été fait à pile poil.
Ils sont tombés, j'ai vu les avions, on a vu les avions, et puis c'était quoi, 300 mètres de la maison, et ils sont tombés sur le logis. Les autres, les Américains, c'est regrettable de le dire, ils étaient à perte de vue, on ne les voyait pas, c'était des masses énormes, des escadrilles, je ne sais pas, 200, 300, je ne sais pas dire. Et c'était au petit bonheur la malchance, hein, parce que ça tombait, ça s'est vérifié sur Nantes. Avant, ça s'est bien vérifié sur Saint-Nazaire. Lorsqu'ils bombardent des chantiers, ils tombent sur les apprentis, c'est 135 apprentis qui disparaissent. Et ainsi de suite. Donc, j'ai vu une photo dans un des documents que j'avais où on voyait une photo que vraiment, c'est pas drôle, mais on voyait des aviateurs américains au retour du raid de Nantes. Et parmi, il y avait un mitrailleur, je pense qu'il a pu mitrailler, parce que de là-haut, il ne mitraillait pas grand-chose, c'était Clark Cable. Donc là, c'est pour dire, hein. Donc, deux manières de travailler. Je ne veux pas dire que ça ne s'explique pas. Toujours est-il, c'est que ceux qui étaient des victimes, c'était bien les Nantais. Hein, ça a été quand même 3000 et quelques personnes, hein, à Nantes en plus, et puis dans tout le département. Hein, ça a été pareil à Lorient, ça a été pareil à Royan, ça a été partout. Hein. Bon, voilà. Et puis le dernier chapitre, c'est savoir qu'est-ce que il y a une famille lambda là-dedans, c'est la famille Gourin. Pourquoi on était là? On était là parce qu'on habitait là, tout simplement. Hein. Hein. Parce que mon père venait d'être fait prisonnier. Il est parti en Autriche. Ma mère est restée seule. Elle a été embauchée à l'état civil à Nantes, à la mairie. Et puis nous, eh bien, on a été de 39 à 42 donc à l'école Saint-Similien. Saint-Similien, les bombardements, on n'en a pas eu à ce moment-là. Par contre, des alertes, on y allait et on partait en rang serré sous le marché Talensac, qui venait d'être construit 2 ans auparavant, avec le monsieur de la défense passive avec son casque blanc, et on allait se planquer là, et quand il était temps, on rentrait. Le souvenir, c'est ça. Le souvenir aussi, c'est la distribution à l'école de gâteaux vitaminés, très intéressant. Donc c'était à celui qui pouvait en avoir un peu plus. Ensuite, ça a été, comme tout le monde, comme tous les gosses de mon âge, et puis ça a duré, lis mon maréchal. Maréchal, nous voilà, devant toi, nous tes gars, devant toi, sauveur de la France, etc. etc. Et on chantait ça à tue-tête, on était très heureux de dire ça. Hein, ça. Et puis ensuite, et puis tout, grosso modo, et puis là, il y avait le travail famille-patrie, il y avait le maréchal qui de temps en temps parlait la fête des mères. Hein. Toutes les lois sociales qu'a pu faire Pétain ont été reprises ensuite par la 4e République. Hein. Hein. Donc ça ne veut pas dire que c'était bien. Enfin non, ça ne veut pas dire que l'action de Pétain n'a rien à voir avec ce qu'un gamin peut regarder ça. Hein. Ouais, on regardait ça, on était contents. Les Allemands, j'allais au Guignol sur le cours Saint-Pierre, c'était, je ne me rappelle plus du nom de la... Hein, il y avait le Guignol, il y avait... On passait donc entre le Guignol, les cérémonies religieuses un peu partout, hein. Donc, et puis terminé à la maîtrise, là, c'était complet. Mais tout ça, que de bons souvenirs. Par contre, il y avait aussi faim, froid, le froid, invraisemblable. Je ne sais pas si les hivers étaient plus froids à l'époque que maintenant. Il faisait froid. On mettait dans le lit les briques avec le papier journal pour se chauffer. Il y avait à l'école l'époux. Et puis le comble, et ça a valu un petit séjour de quelques jours à l'hôpital Saint-Jacques, ça a été la gale. Donc la gale, on a dit c'est la gale du pain, j'ai jamais entendu parler de ça. Toujours est-il, la gale, on s'est retrouvé à Saint-Jacques, mais dans des baignoires avec de soufre. Hein.
Et puis on a passé quelques jours, tout notre couchage est parti à la désinfection, et puis c'était ça. Donc voilà, c'est une histoire de Nantes qui ne vaut peut-être que pour moi, mais ça montre que c'était la vie de l'époque. Donc le dernier mot de la fin, c'est un dernier cantique que m'a appris le chanoine de Beignet, qui est devenu après Monseigneur Beignet. Mais le chanoine de Beignet à la cathédrale, c'était une sommité. Hein, et là, le chanoine de Beignet, on a chanté ça, et moi, je trouve que c'est bien au moment où on parle, parce que ça nous ramène à la base. C'était ceci. Ô France, ô ma patrie, je crois, j'espère en toi. Avec amour, Dieu t'a pétri, triomphante ou meurtrie, je t'aime, ô ma patrie. Et voilà, c'est tout.